Qu'est-ce que le lobbying? Comment user de cet outil légal pour en faire un levier d'amélioration? Et quid du lobbying responsable? C'est sur ces problématiques que nos intervenants du jour vont pouvoir croiser paroles et retours d'expérience. Bienvenue à vous trois, je vous laisse vous présenter rapidement. Bonjour à toutes et à tous, Denis Bonvillain, je suis le lobbyiste, voilà, j'ai pas peur de dire le mot, du groupe Suez, qui est un acteur de l'environnement. J'ai une double fonction, je suis le délégué permanent du groupe à Bruxelles. On assure une présence permanente parce que nos métiers sont régulés à peu près à 90% par des directives et des règlements européens. Et je coordonne l'ensemble des actions sur le périmètre de l'Europe. Voilà, merci. Véronique. Bonjour à tous, merci d'être là et merci à ProDurable de nous avoir invités. Je suis Véronique Fregnault, je suis la directrice des affaires publiques et de la communication pour le bureau de Paris de Plastics Europe. Plastics Europe est l'association des producteurs de matières plastiques en Europe, c'est-à-dire que nos membres fabriquent les matières plastiques. Ensuite, ils vendent à des clients qui eux-mêmes en font des emballages, des pièces automobiles, des matériaux de construction, etc., etc. Nous sommes une organisation résolument européenne, à savoir que notre siège est à Bruxelles, donc au plus près des institutions européennes, et nous avons dans un certain nombre de pays des bureaux, dans le bureau de Paris, où nous développons nos activités en France et où nous supervisons également les activités pour le Benelux. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marc-André Pfeffer, je suis président de Transparency International France, qui est la section française de Transparency International, qui est une ONG qui lutte contre la corruption. Et en France, nous avons également beaucoup fait pour améliorer la transparence et l'éthique de la vie publique. Et dans ce cadre-là, nous avons beaucoup milité pour la mise en place de quelque chose que vous connaissez bien, qui est le registre des représentants d'intérêt. Voilà. Merci à vous trois. Donc, première chose, peut-être, il faudrait que tout le monde parle de lobbying, mais au final, on a l'impression que personne ne sait vraiment définir ce que c'est. Au final, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Marc-André, est-ce que vous voulez parler en premier là-dessus? Qu'est-ce que le lobbying et qui sont les lobbyistes au fond? Alors, qu'est-ce que le lobbying? Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, nous définissons le lobbying comme une activité par laquelle une entité quelconque, on va y revenir, intervient auprès de responsables publics pour influencer la prise d'une décision publique dans un sens qui soit conforme aux intérêts de cette entité. Alors ça recouvre bien sûr des entités à but lucratif, les entreprises, mais ça recouvre aussi un certain nombre d'entités à caractère associatif qui défendent aussi des intérêts qui ne sont pas nécessairement des intérêts marchands, qui peuvent correspondre à des causes humanitaires ou autres. Donc pour nous, la définition, qui est d'ailleurs reprise par la loi, est très très large. Il s'agit d'une activité visant à influencer un décideur public à l'occasion de la prise d'une décision publique. Alors ensuite, le lobbying lui-même, il est exercé soit en interne, comme monsieur, soit aussi en externe par le biais de cabinets, et il peut prendre des formes très variées que vous connaissez bien, qui sont soit un démarchage direct des responsables pour obtenir une modification de la loi ou des règlements, mais aussi l'organisation de colloques, enfin le lobbying prend toutes sortes de formes très variées. Merci. Alors, et peut-être, Véronique, Denis, est-ce que vous souhaitez compléter un petit peu cette définition, nous expliquer en quoi, au fond, le lobbying n'est pas juste, peut-être contrairement à l'image qu'on en a, une affaire d'entreprise et d'intérêt économique. En quoi est-ce que ça va plus loin? Moi, ce que je souhaiterais rajouter, c'est que pour ce qui est des entreprises, la fonction est une fonction qui est totalement publique, connue, reconnue. C'est pas quelque chose de caché, contrairement à ce que certains peuvent penser. C'est une action qui consiste à faire valoir le point de vue d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises au sein d'un débat public avec à la clé une décision qui va impacter un secteur économique ou une entreprise. Donc pour nous, il est légitime que dans le cadre d'un débat public, dans un processus démocratique, une entité économique qui elle-même apporte sa propre expertise à l'examen de la question puisse être entendue, contribuer
à la discussion sur les tenants et les aboutissants du projet législatif. Ensuite, c'est aux décideurs publics, in fine, de prendre la décision. Et elle ne dépend que de lui. Denis ? Alors je vais essayer de ne pas être redondant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été évoquées. Effectivement, je pense que le lobbying, c'est l'affaire de tous. On est tous lobbyistes. Je réponds peut-être de manière un peu prématurée à la question du débat, mais effectivement, entreprises, ONG, société civile, associations, fédérations, avocats, même si ils estiment qu'ils ne le sont pas, en tout cas à Bruxelles. On peut mettre beaucoup de mots derrière lobbying. Certains vont parler de plaidoyer, d'influence, d'affaires publiques, mais au final, on exprime à peu près tous la même chose. Il y a déjà une bonne définition qui a été donnée par les deux autres intervenants, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et effectivement, je voudrais juste insister sur le fait que certaines organisations font du lobbying pour des thèmes ou des dossiers qui ne sont pas du tout économiques. Le changement climatique est une cause, le bien-être animal, la sécurité routière, la qualité de l'air. Il n'y a pas d'intérêt économique derrière. Et pourtant, il y a des actions de lobbying qui sont menées en vue de défendre un intérêt. Voilà. Merci à tous les trois pour cette définition. Entrons maintenant du coup un petit peu plus dans le vif du sujet. Et ce qui m'interpelle, c'est du coup, suite à vos définitions, on voit que le lobbying constitue, de ce que j'entends, une activité saine et normale pour l'économie. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il continue à avoir une image aussi négative ? On a tendance à penser que c'est d'une manière un moyen de court-circuiter la démocratie. Mais du coup, par rapport à ça, quelle posture le politique doit-il adopter face au lobby pour que cette activité puisse être réellement saine ? Véronique ? Je pense que je vais rebondir sur ce qui a déjà été dit, mais ça n'est pas une activité à but purement économique. Encore une fois, il s'agit de contribuer à apporter sa pierre au débat public. In fine, ce sont les décideurs publics qui prennent leurs décisions. Maintenant, c'est vrai que c'est une activité, une fonction qui a mauvaise presse, il faut dire les choses comme elles sont, surtout de la part des industriels. Alors après, la question est de savoir si l'on reconnaît au secteur économique la voix au chapitre au sein des débats qui traversent la société. Quand on doit discuter de transition écologique, d'économie circulaire ou de transition énergétique, paraît quand même logique d'associer le secteur économique à la discussion. Surtout qu'encore une fois, toute discussion doit se baser sur une légitimité et une expertise. Et tout l'apport, ou partie de l'apport des secteurs industriels, au moins pour celui que je représente, consiste largement à mettre à disposition et à partager avec les responsables publics les données techniques et économiques dont nous disposons, et aussi quelle est notre vision en termes de technologie, de ce qui est faisable, de ce qui n'est pas faisable. Marc-André ? Oui, alors, ça c'est une vision, j'ose pas dire idyllique, mais je vais mettre un petit peu de poil à gratter dans la discussion. Si le lobbying a mauvaise presse, c'est parce qu'il est opaque. Et l'opacité crée évidemment de la défiance. Et on voit bien à l'occasion du vote d'un certain nombre de lois ou pour la prise d'un certain nombre de directives, des efforts massifs de lobbying qui sont faits. La position de notre ONG sur l'intérêt du lobbying, c'est la même que celle qui vient d'être développée. Il nous paraît légitime qu'en démocratie, ceux qui vont être visés de façon économique ou de façon sociale puissent s'exprimer auprès des pouvoirs publics. Mais nous disons, il faut le faire à visage découvert. Parce que sans la transparence, évidemment, la plus grande méfiance peut régner. Alors nous, on appelle ça l'empreinte normative. L'idée, c'est que les citoyens ont le droit de savoir, lorsqu'on élabore une loi ou un règlement, qui est intervenu, pourquoi et à quel moment. C'est cette exigence de transparence qui, à mon avis, permet de décontracter, si j'ose dire, la position qu'on peut avoir vis-à-vis du lobbying. J'ajoute, puisque j'ai la parole, que nous sommes attachés à deux autres principes. Le deuxième, c'est que le lobbying soit intègre, ça va de soi, mais qui ne donne pas lieu à des pratiques condamnables de corruption ou autre. Et on voit que parfois, ça n'est pas évident par rapport aux politiques d'invitation ou de cadeaux qui peuvent exister. Donc un lobbying transparent, un lobbying interne,
Et chose plus difficile, un lobbying équitable. Parce que face, effectivement, au pouvoir public, selon que vous êtes un GAFA ou une petite association de 10 personnes, vous n'avez évidemment pas les mêmes moyens. On dit souvent qu'à Bruxelles, les très grandes entreprises mettent des dizaines, voire des centaines de lobbyistes en ligne. Eh bien, il appartient aux décideurs politiques eux-mêmes d'essayer de faire la balance pour donner une voix équivalente à ceux qui pourtant ont moins de moyens que les autres. Merci pour cet éclairage. Denis, du coup, une petite conclusion peut-être. Est-ce que selon vous, il y a un besoin de dédiaboliser le lobbying ? Oui. Alors déjà, je vais faire un parallèle entre la France et Bruxelles sur le côté diabolisation. En France, en fait, pour moi, c'est une question d'intérêt général. En France, on a tendance à considérer que l'intérêt général est un absolu indivisible et que ces intérêts ne peuvent être défendus que par des représentants de l'État. À Bruxelles, c'est différent dans la mesure où on estime que l'intérêt général peut être la synthèse ou la somme d'intérêts particuliers ou privés, à condition que ces intérêts privés viennent se connecter à l'intérêt général, évidemment. Et je trouve qu'en France, trop souvent, on montre des caricatures de lobbying et de lobbyistes qu'il faut diaboliser absolument. Mais dans leur grande majorité, les professionnels du lobbying agissent de manière transparente et déontologique selon un cadre qui est fixé par le législateur. Donc je pense aussi que le lobbying, globalement, il est diabolisé parce qu'il est très fantasmé. Si vous me suiviez dans une journée de travail, vous seriez un peu déçu, je pense. Je fais un peu le travail d'un avocat, un peu le travail d'un conférencier comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de veille, je monte des rendez-vous, je représente bien évidemment mon entreprise, mais voilà, je veux dire, c'est assez basique. Au niveau européen, la perception du lobbying, elle est très différente parce qu'elle fait partie intégrante du processus décisionnel. Et on considère que le lobbying joue un véritable rôle dans la prise de la décision, car en fait, il est le reflet d'une réalité opérationnelle, c'est une véritable remontée de terrain. Donc, pour conclure rapidement, moi je pense que plus que dédiaboliser, il faut faire de la pédagogie autour du lobbying. Il faut expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste, quelle est son utilité. Voilà. Et comment ça fonctionne dans les règles, encore une fois, qui sont fixées par le législateur. Et cet effort de pédagogie, c'est une responsabilité partagée entre lobbyistes, décideurs publics, médias et parties prenantes. D'accord. Très bien, merci. Et vous parliez donc du coup de la place de ces lobbies à Bruxelles. Est-ce que, je reste tourné vers vous, est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus précisément sur comment est encadré le lobbying à Bruxelles ? Exactement, comment ça fonctionne au quotidien ? Alors, comme je vais me répéter, mais effectivement, il fait partie du processus décisionnel dans le cadre d'un cadre qui a été fixé par les institutions européennes. La première étape, c'est qu'il y a déjà 10 ans maintenant, il y a un registre de transparence qui a été créé dans lequel, de manière volontaire, tous les représentants d'intérêts qu'on a pu citer auparavant s'inscrivent et dans lequel ils renseignent un certain nombre d'informations. Le budget consacré au lobbying, le nombre de personnes qui travaillent dans les actions de lobbying, les dossiers qui sont suivis, les financements européens qui sont reçus. Donc si vous voulez, vous pouvez aller, ces registres de transparence européens, vous tapez ça dans Google, vous trouvez. Si vous voulez, vous pouvez aller voir mon entreprise, Suez, et vous verrez combien on dépense, combien on est à travailler dessus et les dossiers qu'on suit. Donc, et ça, pour moi, c'est de la transparence qui amène de la sérénité et de la confiance dans les relations entre décideurs publics et lobbyistes. Il faut savoir aussi que le lobbying à Bruxelles, c'est une pratique qui est assez ancienne. Dans son inspiration, il est anglo-saxon, dans la manière dont on fait les stratégies, les actions de lobbying. Mais dans sa pratique, il a été très inspiré par les pays nordiques. Et les pays nordiques, ce qu'ils ont apporté, justement, c'est la transparence. On vous reçoit en rendez-vous, on fait des échanges d'informations, de documents. En échange, c'est transparence totale et vous jouez selon les règles. Et nous, en tant qu'entreprise, on adhère totalement parce qu'on n'a rien à cacher.
quand on monte des rendez-vous, et nous d'ailleurs on appelle à plus de transparence parce que pour le moment il y a uniquement les rendez-vous avec les commissaires européens et leurs cabinets qui sont publics. Nous on appelle à ce que tous les rendez-vous soient publics et tous les rendez-vous aussi avec les parlementaires européens. Et voilà, et ce cadre, cette transparence, on peut faire encore mieux, hein, je pense que mon collègue dira, on peut aller encore plus loin dans la transparence. Hein. Et aussi, dernière chose, à Bruxelles, il y a une forme d'autorégulation du lobbying qui passe à la fois par des organismes comme Transparency Register, il y a Corporate Europe Observatory aussi, ou Lobbyfax, qui servent de garde-fous. Et ça aussi, c'est une bonne chose parce que, effectivement, il y a des pratiques qu'il faut dénoncer et c'est important d'avoir ces garde-fous. Et il y a aussi les professionnels du lobbying qui se sont autorégulés à travers des associations en développant des codes éthiques qui vont parfois même plus loin que le cadre fixé par l'Union européenne. Très bien. Je me tourne de nouveau vers ma gauche, justement, Véronique Marc-André, toujours sur ce thème clé de Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre vision du lobbying à Bruxelles? Vous, comment est-ce que vous opérez au quotidien? Peut-être via des exemples un petit peu concrets, qu'on en sache un peu plus là-dessus. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Denis. C'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel à Bruxelles et qui est initié soit par les entreprises ou les parties intéressées, mais qui peut être aussi initié par la Commission elle-même. Il est arrivé que dans la perspective de certaines discussions, ce soit la Commission qui nous contacte pour avoir nos premiers points de vue, nos premières positions, notre premier ressenti. Et ça n'est pas toujours la partie intéressée, la partie prenante, qui demande le rendez-vous. Hein. Il se peut, et ça arrive très souvent, que ce soit plutôt l'inverse, que ce soit la Commission qui sollicite, ou voire également les parlementaires. Marc-André ? Oui, merci. C'est très juste ce que vous dites. C'est-à-dire que globalement, l'administration communautaire est plus ouverte depuis plus longtemps que l'administration française et elle a tendance à procéder à des consultations, ce qui est une façon d'égaliser un peu et de rendre public une partie du travail de lobbying. Alors, pour aller dans le sens de ce qu'ont dit les précédents intervenants, c'est vrai que la Commission et d'une certaine façon le Parlement européen, depuis longtemps, ont introduit une assez grande transparence et ne sont pas en reste par rapport à ce qu'on fait en France. Il y a encore des progrès à faire. Le Parlement européen vient de faire un progrès récemment en modifiant son règlement intérieur, d'ailleurs sous la pression de Transparency et de WWF, qui consiste pour les rapporteurs de textes et les présidents de commission à devoir systématiquement donner tous les rendez-vous avec les lobbyistes qu'ils ont eus à l'occasion de l'examen d'un texte. Par contre, il reste un trou noir à Bruxelles, qui sont les travaux du Conseil des ministres. Parce que vous le savez, le pouvoir est réparti entre la Commission, le Parlement et le Conseil. Et si des progrès considérables ont été faits à la Commission et au Parlement, le Conseil des ministres, où le jeu des lobbies reste très actif, reste aujourd'hui une boîte noire. Très bien, merci beaucoup. Si je peux juste rajouter quelque chose par rapport justement à la récente modification du Parlement européen. Nous, on est absolument pour cette empreinte législative. D'ailleurs, j'estime qu'elle devrait être généralisée même aux amendements reçus de ce point de vue-là. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que on a une vraie valeur ajoutée dans ce processus décisionnel européen parce que la Commission européenne notamment est une administration assez technocratique et avec l'augmentation de la technicité des dossiers, c'est important pour éviter qu'on se retrouve avec justement des directives ou des règlements hors sol, complètement coupés de la réalité opérationnelle, qu'il y ait cette consultation des parties prenantes pour pouvoir réguler au mieux un secteur ou une thématique. Oui, les lobbyistes sont des aides techniques réelles au final, c'est ça? Oui, si vous voulez. Pareil, donc justement un petit peu pour conclure sur ces différences culturelles entre la manière dont est vu le lobbying en France et en Europe justement. Un petit mot final peut-être? Oui, alors je peux parler de... Oui, alors il y a des différences dans le lobbying européen. Alors quand je dis européen, c'est à Bruxelles. En France, on peut même aller plus loin. Hein.
Il y a des différences de perception et de pratique. Alors, tout le monde a en tête, tout le monde a vu Thank You for Smoking, qui donne une très mauvaise image du lobbying, qui est le lobbying à l'américaine, qui est très différent de ce qu'on peut pratiquer en France ou en Europe. Déjà, par son mode de financement, parce que les lobbies peuvent financer les campagnes électorales des congressmen. Donc, du coup, quand vous sollicitez un rendez-vous, forcément, vous l'avez. Et puis, le dépôt d'amendement, il est quasiment automatique. Donc, c'est vraiment un lobbying qui repose uniquement sur les sommes engagées et qui en oublie l'argumentaire. Alors, même le Japon, j'ai travaillé pour des intérêts japonais. Au Japon, le gouvernement envoie le projet de texte à l'industrie qui va réglementer, qui annote, qui modifie, et puis il récupère le texte. Donc là, c'est encore une autre pratique. Il y a une différence de maturité, on l'a déjà dit. Le lobbying européen, le lobbying à Bruxelles est exercé depuis plus longtemps. Il est quasiment institutionnalisé entre guillemets. Et en France, il est, on l'a dit, diabolisé, plein de suspicions. D'ailleurs, le projet de loi Sapin 2 entendait d'abord lutter contre la corruption, donc ça en dit long. Et il y a eu cette idée excellente de créer un registre de la haute autorité, qui est finalement un copier-coller du registre de transparence qu'on a à Bruxelles depuis 10 ans. Certains d'entre vous sont allés sur le site de la haute autorité pour voir ce que fait Suez, ce que fait Transparency, etc. Eh bien, vous avez assez peu d'informations en moyenne. Un certain nombre d'entreprises en donnent plus, parce qu'il y a une classe facultative, et c'est quand même le cas du quart des entreprises, mais certaines se contentent de donner des informations qui, de par le texte du décret, d'abord date d'il y a 1 an, puisqu'on est obligé de remplir le registre simplement une fois par an, et d'autre part des informations très vagues sur les textes qui ont été suivis, les personnes qui ont été rencontrées et les argumentaires. Et de ce point de vue-là, le travail qu'on peut faire sur la transparence est extrêmement décevant. Donc nous, notre demande, c'est d'abord, une fois que le système est installé, de remplir le registre plus souvent, par exemple une fois tous les 6 mois, et d'autre part de mettre des indications plus précises qui permettent aux citoyens de savoir en moyenne sur quoi les lobbyistes ont travaillé et sur quel sujet. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point dont nous n'avons pas parlé du tout, c'est que la transparence ne doit pas venir simplement des entreprises. C'est-à-dire que la loi Sapin s'est focalisée finalement sur les entreprises, sur les associations, en leur demandant un certain nombre d'informations. Mais curieusement, on ne demande rien aux parlementaires et on ne demande rien aux membres de l'exécutif. Alors que, il nous semble en tout cas, qu'on devrait demander aux lobbyistes un certain nombre de choses, mais qu'il serait naturel de demander aux parlementaires quels sont les représentants d'intérêt qu'ils reçoivent et à quel moment, et aussi en amont, parce que nous savons que le travail de lobby se fait au moins autant au niveau gouvernemental que parlementaire, que les représentants des cabinets, de l'Élysée, des directions d'administration centrale rendent public, comme le souhaitait monsieur tout à l'heure, les rendez-vous avec les représentants d'intérêt, ce qui donnerait évidemment beaucoup plus de lisibilité au travail des uns et des autres. Alors un certain nombre de parlementaires, peu, mais le font déjà au Parlement français. Au Parlement européen, l'ensemble des députés verts le font. Vous pouvez en ligne regarder tous les rendez-vous qu'ils ont avec des lobbies. Et la maire et les adjoints à la ville de Paris, depuis maintenant 1 an, ont également en ligne les rendez-vous qu'ils ont avec les représentants d'intérêt. Donc nous appelons à la fois à un registre plus précis et d'autre part à faire en sorte que les décideurs publics publient eux-mêmes les rendez-vous qu'ils ont avec les représentants d'intérêt. Merci. Véronique, est-ce que vous partagez ce point de vue? Et selon vous, idem, comment tendre vers un lobbying plus responsable et plus régulé? La transparence, oui, bien sûr. Maintenant, il appartient aux décideurs publics de faire le choix de publier les rendez-vous qu'ils ont. C'est à eux, in fine, de maîtriser de rester maître de leur agenda. Moi, ce que je souhaiterais rajouter, c'est que la déclaration à la haute autorité, c'est quelque chose de récent. Je dirais qu'on apprend un peu tous chemin faisant, que les services de la haute autorité ont vraiment été très, très à l'écoute et nous ont beaucoup aidés
Moi, je tiens à les saluer parce que c'est une petite équipe. Et franchement, si je vois rien que les questions que moi j'ai posées au titre de Plastics Europe, je me dis, si on a tous posé autant de questions que moi, les pauvres, ils ont jamais dormi la nuit. Hein. Franchement. D'autre part, après, il appartient à chacun de préciser dans la déclaration telle qu'elle existe, d'aller un peu plus loin. Nous, on l'a fait sur le projet de loi économie circulaire qui va venir cette année. On a déjà fait connaître nos positions en novembre. Bon, on l'a mis noir sur blanc de façon synthétique. Rien. De plus, dans la question qui nous occupe, le lobbying, c'est pas nécessairement, c'est pas quelque chose de honteux, c'est pas nécessairement quelque chose de fondamentalement caché, parce que les positions des uns et des autres, elles sont le plus souvent sur la place publique. Vous suivez Twitter, vous suivez les sites web des entités concernées, et surtout vous lisez la presse, et Dieu sait que notamment les ONG sont très actives sur ce plan, et les positions, vous les avez. Nous venons de donner une conférence de presse sur comment on voit les questions d'économie circulaire. Je veux dire, les choses, elles sont publiques pour Plastics Europe. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Merci. Denis, vous souhaitez rebondir là-dessus? Oui, effectivement. On l'a dit, il y a 2 maîtres mots pour un lobbying éthique et responsable. Effectivement, c'est la transparence et la confiance aussi. Et pour qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de la transparence dans les relations entre les décideurs publics et les représentants d'intérêt. Alors, il y a des petites initiatives un peu personnelles, par exemple au niveau européen. Vous avez le directeur général de la direction de l'énergie à la Commission européenne qui s'appelle Dominique Ristori. Donc lui, il a trouvé le remède. Il prend une photo, il la met sur Twitter. Systématiquement, dès qu'il a un rendez-vous avec quelqu'un, vous vous retrouvez sur Twitter. Si vous avez quelque chose à cacher, ça peut en mieux. Donc voilà, lui, c'est sa manière d'afficher sa transparence dans ses rendez-vous. Et il accompagne toujours, bien évidemment, d'un petit commentaire en disant de quoi ils ont parlé. Je pense que voilà, ça c'est des initiatives personnelles et qu'il faut généraliser. Et puis alors, il y a quelque chose de beaucoup plus formel qui est l'accès aux documents. L'accès aux documents est un droit dans les traités européens que n'importe quel citoyen de l'Union européenne peut invoquer. Donc moi, ça m'est déjà arrivé effectivement que la Commission européenne se retourne vers moi et me dit voilà, nous avons reçu une demande d'accès à un document que vous avez transmis à la Commission européenne. Bien évidemment, alors on a le droit de refuser ou de biffer certains passages. Dans la mesure où on n'a rien à cacher, on a dit bien évidemment. Donc cette personne a eu accès. En plus, c'était un document sur les plastiques. Moi, j'ai été étonné parce que notre position, elle était sur la place publique. Tout le monde connaissait notre position sur la stratégie plastique. Mais voilà. Alors, donc je pense qu'on pourrait s'en inspirer en France, effectivement, qu'on puisse demander un accès aux documents qui sont transmis par les représentants d'intérêt au gouvernement français, par exemple. Je pense qu'on y gagnerait, ça apaiserait un peu le débat, et voilà, et ça amènerait de la confiance, parce qu'on comprendrait mieux comment les décisions sont prises et quels différents intérêts ont été portés auprès du décideur public, et que finalement, c'est lui, en dernier ressort, qui a tranché, qui a arbitré. Nous, en tant que Suez, on a une charte dans laquelle on s'engage à mener des actions de lobbying de manière transparente, éthique et responsable. D'ailleurs, quand vous vous inscrivez dans le registre européen de transparence, tout en bas, il est indiqué que vous devez avoir une charte dans votre organisation. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est de la confiance réciproque. Moi, je milite pour un registre européen obligatoire. Il est toujours volontaire. Je pense qu'il doit être rendu obligatoire. Alors, comment devenir de meilleurs lobbyistes? En faisant la démonstration de l'utilité de notre métier. Quand on aura changé, pour moi, c'est quand on aura changé la perception de notre métier, quand on considérera que c'est un rouage dans le processus décisionnel et non un frein ou une entrave. Ça permettra d'avoir un débat plus apaisé, selon moi. Et pour tendre vers cette situation, encore une fois, il faut de la transparence et de la confiance. Voilà. C'est ça le lobbying, c'est marteler le même message encore et encore. Voilà. Moi, je dirais que on apporte du sens et du contenu à la norme. Donc voilà, on a un vrai rôle à jouer.
Merci beaucoup à vous trois et merci à tous pour votre attention. On a un petit peu d'avance, donc je me tourne maintenant vers la salle. Avez-vous des questions pour nos intervenants ? Dans ce que j'ai entendu, vous avez parlé de climat de défiance. Il est certain, France Stratégie a publié tout un rapport dessus à la fin de l'année dernière. Mais vous avez aussi parlé de spécialisation, de technicité. Ça, c'est valable pour le lobbying interne. Mais quid du cabinet qu'on emploie pour aller faire du lobbying et qui n'a pas cette maîtrise et du cœur de métier que vous défendez ou de la technicité des sujets sur lesquels vous travaillez? Merci. Allez-y, je vous en prie. Je me permets de répondre parce que nous travaillons avec un cabinet également. Donc je dirais qu'on a la double expérience du lobbying interne et du support d'une agence qui nous suit depuis au moins 15 ans. Moi, je n'étais même pas dans la maison, donc c'est pour dire que c'est un vieux compagnonnage. Encore une fois, un cabinet de lobbying ne va jamais porter un discours qui ne va pas être validé par l'entreprise ou par l'entité. Et de toute façon, l'action, lorsque vous travaillez avec une agence, c'est comme travailler avec une agence de communication, ou travailler avec un avocat ou, je ne sais, avec un architecte, c'est une co-construction. C'est-à-dire que vous devez de toute façon élaborer votre cahier des charges, donner vos éléments de discours, et ensuite le conseil va vous dire écoutez, c'est entendable, ça n'est pas audible, et c'est quelque chose qui a des chances de succès, qui n'a pas de chance de succès, vaudrait mieux rencontrer plutôt monsieur le directeur général plutôt que X ou Y. C'est encore une fois, c'est la jonction de deux expertises. Mais enfin, tout lobbyiste responsable, qu'il soit en entreprise ou dans un cabinet extérieur, enfin, à mon sens, ne peut pas prétendre à émettre le moindre document à l'attention de décideurs publics sans que ce document ait été validé par le client et qu'il soit fondé pour ce qui est des points techniques. Sinon, ça ne fait pas sens. Merci. Oui. En fait, pour être passé par les deux, c'est-à-dire qu'avant de rejoindre le groupe Suez, j'étais en cabinet de lobbying, justement. Alors, ce qui m'a fait changer, c'est un petit peu... C'était ce que vous sous-entendez par votre question, c'est qu'au bout d'un moment, j'avais l'impression que mes clients ne partageaient pas l'impact ultime qu'un texte pouvait avoir, et j'avais envie d'en savoir plus, donc j'ai voulu creuser. Et donc c'est ce qui m'a fait bouger, de passer de l'autre côté de la barrière pour pouvoir comprendre pleinement les intérêts en jeu. Alors, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je vais juste apporter une petite nuance, un petit bémol. Lorsqu'on fait le portage de la position, c'est-à-dire que quand on fait un rendez-vous à la Commission européenne, mais surtout au Parlement européen, moi je le sais, je l'ai vécu, voilà, les eurodéputés ou la Commission européenne, ils préfèrent avoir Plastics Europe, Suez en phase 2, parce que voilà, on a l'étiquette expert. Ils se disent, bon, le consultant, il vient me voir, aujourd'hui, il va me parler au nom de Plastics Europe, demain, ça sera au nom de la Fédération des tonniers européens, je ne sais pas. Donc, ça brouille un peu le message. Mais même moi, je le fais en interne, c'est-à-dire que je ne me considère pas comme un expert métier. Moi, je ne suis pas un expert du traitement de l'eau. Moi, mon expertise, elle est de connaître l'écosystème bruxellois. Et donc, dans la mesure du possible, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un expert chez moi, monsieur eau potable ou monsieur traitement des eaux usées, et il va venir avec moi, et là on va aller discuter avec la Commission européenne ou avec un député sur des amendements ou sur un texte qui vient d'être proposé. Ils sont à la recherche d'une vraie expertise pour les aider dans cette technicité qui augmente année après année. Je voulais juste préciser qu'effectivement, moi j'ai répondu avec une casquette franco-française, donc c'était plus de mon expérience auprès des autorités en France. Voilà. Effectivement, à Bruxelles, c'est différent. Et je confirme que lorsque nous avons des rendez-vous à la Commission ou au Parlement, c'est toujours Plastics Europe, et de toute façon, on n'a pas d'agence là-bas. Comme ça, c'est fait. Voilà. Merci. On remercie une nouvelle fois nos trois intervenants et merci à tous pour votre attention.